Je vais partager ici quelques réflexions un petit peu en vrac, mais enfin dont je crois le lien est constitué par le droit humanitaire, les préoccupations humanitaires et leur relation avec la politique et ses rapports de force. Si je commence par la responsabilité de protéger, je pense qu'il faut commencer par s'étonner de l'enthousiasme qui a été manifesté dans toutes sortes de milieux, la presse, les milieux universitaires, les ONG, pour ne citer que quelques milieux un peu circonscrits, à partir desquels on peut établir une sorte d'appréciation dominante sur ces réactions. Alors qu'avec le recul, comme l'a bien montré Pierre Klein, il s'agit finalement d'une opération de com qui était sans doute nécessaire pour les Nations Unies, célébrant leur 60e anniversaire, dans un contexte peut-être un peu morose, en tout cas qu'il fallait peindre aux couleurs d'un relatif optimisme. Alors cet optimisme, c'était celui que les tenants du droit d'ingérence avaient annoncé. Désormais, les massacres ne sont plus possibles à l'ombre des frontières. Une ère nouvelle s'annonce, gouvernée par le droit international et les préoccupations humanitaires. Ce qui est frappant, on aurait pu immédiatement, à la simple lecture de la déclaration concernant la responsabilité de protéger, relever qu'aucune disposition particulièrement nouvelle n'y était évoquée. C'était le chapitre 7. Disons, la seule chose nouvelle, c'était le recours à la force dans des cas spécifiques, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et purification ethnique. C'était les 4 situations dans lesquelles la responsabilité de protéger pouvait être invoquée au nom de la mise en danger de la paix et de la sécurité internationale, et donc du droit à intervenir, en dehors du cadre classique de la légitime défense, mais donc du droit à intervenir militairement pour mettre fin à ces exactions de masse. Bon, c'était finalement une sorte d'évolution de l'interprétation de ce que l'on appelle la menace à la paix et la sécurité internationale, mais cette évolution était évidemment inscrite dans le cadre de rapports de force internationaux qui, eux, n'avaient pas disparu, sans doute ont-ils évolué, mais ils n'ont pas disparu, et qui laissent au plus fort la possibilité d'interpréter ce que représente une menace pour la paix et la sécurité internationale. Mais ce que je pense on a manqué à ce moment-là, c'est l'espèce de retournement qui s'est opéré, enfin en tout cas à mes yeux, moi c'est ce qui me frappe depuis ce moment-là, le retournement d'une sorte de philosophie fondatrice de l'ONU, pour qui la guerre est précisément le mal suprême qu'il faut éviter, et qui à partir de 2005 semble renouer avec l'idée de guerre juste. Et comme toutes les entités qui ont déclaré la guerre l'ont toujours fait sur la base de la conviction que c'était une guerre juste, on n'a jamais entendu un pouvoir dire c'est une sale guerre, c'est une saloperie, c'est basé sur le mensonge, l'injustice, la cruauté, mais c'est précisément ce qui va m'amener à le faire. Non, toutes les guerres sont des guerres justes, en tout cas aux yeux de ceux qui les déclarent. Et de façon, je ne sais pas si c'est distraite, enthousiaste, aveugle, opportuniste, ça reste pour moi un mystère que je n'ai jamais entendu personne élucider. L'ONU a réhabilité la notion de guerre juste qui apparaît à peu près explicitement dans les textes, enfin dans le texte de ce moment-là, publié à ce moment-là. Je rappelle quelles sont les 5 clauses classiques, restées à peu près stables, certes dans des acceptions et dans des contextes qui ont, eux, changé, mais dont la formulation est restée à peu près stable au cours des 7 derniers siècles. Une guerre est juste lorsqu'elle est déclarée par une autorité légitime, lorsqu'elle poursuit un but droit, c'est-à-dire un objectif clair qui ne cache pas d'autres choses. Allez savoir comment interpréter cette condition-là. Lorsqu'elle est déclarée en dernier recours, c'est-à-dire que toutes les autres possibilités ont été épuisées. Lorsqu'elle utilise des moyens proportionnés à la violence exercée, et enfin lorsqu'elle a des chances raisonnables de succès, c'est-à-dire d'atteindre l'objectif qui est assigné.
eh bien, on peut souscrire tout de même à cette idée qu'il existe des guerres nécessaires et que ce que saint Thomas d'Aquin, ce que Thomas donc décrivait comme des guerres justes et qui a été repris sous cet angle-là, peut être considéré comme, à certains moments, un mal nécessaire. En tout cas, personnellement, c'est ma conviction. Je ne suis pas un pacifiste intégral, bien que je sois, avec l'âge, plus tenté qu'auparavant par cette position. Je n'arrive pas à me résoudre à être totalement pacifiste. Il me semble qu'il est des situations en dehors de la légitime défense, qui requièrent des actions de force, qui requièrent malheureusement l'usage de la violence dans le monde imparfait où nous vivons, mais que cela soit inscrit dans ce cadre-là, ce que je constate, c'est que les conflits qui ont été conduits au nom de ces principes, ont été fondés à chaque fois sur des constructions mensongères, ou presque toutes sur des constructions mensongères. J'étais frappé de ce que vous disiez, Pierre Klein, au sujet de la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères concernant le Kosovo et l'Irak, parce que tout de même ce qui rassemble ces deux conflits, ces deux guerres internationales, c'est tout de même le mensonge qui en est à l'origine. Dans les deux cas, même si au Kosovo ça s'est moins mal terminé vu les conditions territoriales, politiques particulières, le Kosovo est devenu un État garnison de l'OTAN qui vit sous perfusion de l'Union européenne, avec une espèce de petite mafia qui sert de gouvernement et que l'on tolère parce qu'on n'a rien de mieux à y mettre, mais qui est, vu le caractère très limité du territoire, à peu près acceptable. Enfin, ça peut se fondre dans l'ensemble européen. L'Irak, évidemment, pose d'autres problèmes, vu sa politique, vu sa géographie, son histoire, son étendue, etc. Mais l'un et l'autre se caractérisent... L'un et l'autre se caractérisent par le fait que les guerres ont été prises sur d'énormes mensonges. Je rappelle que le Kosovo, la logique de la guerre s'est enclenchée à partir de la révélation d'un plan dit fer à cheval qui devait... le fer à cheval, c'est-à-dire un mouvement d'encerclement qui devait amener à l'extermination de 500 000 Kosovars. Et on parlait d'ailleurs de plusieurs centaines de milliers de morts qui étaient déjà à déplorer, et du plan qui allait pratiquement exterminer l'ensemble des Kosovars, en tout cas des Kosovars albanophones. La suite, on la connaît, je suppose que beaucoup de gens la connaissent ici. Le nombre de morts total recensé au Kosovo est de 4000, y compris la période de la guerre, et parmi ceux-là, une majorité de combattants. Donc l'idée de cette extermination était totalement fabriquée. On a voulu cette guerre, on a créé les moyens, je pense, pour réhabiliter l'OTAN, en gros, dont la substance, dont la raison d'être était tout de même sérieusement mise en question dans le contexte des années 90. Il fallait cette guerre, elle a eu lieu, c'est l'OTAN qui l'a menée, très bien. Mais rappelons-nous tout de même que c'est au prix d'un énorme mensonge et qu'il y a tout de même eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui ont laissé leur vie sans avoir rien demandé à personne, ni n'avoir rien commis de mal. Tout ça est passé par profits et pertes. Je n'insiste pas sur l'Irak, qui relève de la même chose, mais j'en arrive au cas libyen, qui lui est tout de même particulièrement éclairant, et j'avoue que mon complice Betati me manque beaucoup là, parce que j'ai eu avec lui plusieurs débats au moment de la montée vers la guerre de Libye, au moment de son déclenchement. Il en était un défenseur farouche, j'en étais un opposant non moins déterminé. Ça aurait été intéressant de discuter à la lumière de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, ce qui est la clause essentielle finalement de la guerre juste, ce qui peut lui donner toute sa raison d'être, sa substance, c'est les chances raisonnables de succès. Y avait-il en Libye des chances raisonnables de succès d'améliorer, c'est-à-dire y avait-il des chances raisonnables de penser que la situation en Libye serait préférable une fois cette guerre menée par rapport à la situation qui prévalait auparavant. Nous étions quelques-uns, très peu nombreux d'ailleurs, en tout cas publiquement, à en douter, voire même à être certains du contraire. Il n'a pas été si facile que ça de s'exprimer, mais ce que je voudrais surtout dire, au-delà des spéculations toujours hasardeuses, toujours hypothétiques que l'on peut avoir sur le résultat
d'un conflit, bien que les leçons des guerres passées puissent tout de même être de quelque utilité. Au-delà donc de ces spéculations, il y a la réalité des raisons pour lesquelles ce conflit a été déclenché. À partir de quels faits, de quelles observations est-on parti en guerre? Je rappelle qu'entre les premières manifestations et le déclenchement de la guerre, il s'est passé 4 semaines et demie. Je ne crois pas qu'on ait jamais vu un conflit, une situation partir de rien, c'est-à-dire un État considéré comme normal, avec lequel on entretient des relations, avec lequel même on a des ambitions de nouer des contrats stratégiques, de livrer des centrales nucléaires de dernière génération, d'établir des partenariats concernant l'intégralité du continent africain, bref, de grandes choses qui sont à l'œuvre, enfin qui sont en tout cas potentiellement à l'œuvre, et brutalement, tout se retourne, et d'un seul coup, cet État devient une nouvelle menace à l'ordre mondial, à sa population d'abord, mais à pratiquement l'intégralité de la planète, comme c'était le cas lorsque Saddam Hussein est devenu passer du statut d'allié fondamental contre la menace verte iranienne, enfin la supposée menace verte iranienne, au statut d'ennemi de l'humanité, de pirate, d'homme à abattre. Il y a eu quelque chose de tout à fait comparable, et d'ailleurs la logique, les armes de destruction massive de l'Irak ont leur équivalent en Libye, puisque les événements dont on a fait grand cas, c'est-à-dire l'attaque aérienne de la population qui manifestait à Tripoli, attaques qui ont été suivies de déclarations de la part d'Obama, Cameron et Sarkozy, disant qu'un homme qui envoyait son aviation contre sa population n'avait plus le droit de gouverner, il n'était plus légitime, il devait quitter le pouvoir. Donc quand on a 3 membres permanents et les 3 membres qui sont capables de projeter une force militaire significative en dehors de leurs frontières, qui disent qu'un chef d'État en exercice doit partir, c'est une affaire sérieuse. Et je dois dire qu'à ma connaissance, je ne suis pas historien, mais tout de même, je lis les journaux, je crois que c'est sans précédent. Il n'y a pas d'événement qui ait provoqué cela. Ça devait être particulièrement grave, mais il se trouve que c'est une fabrication d'Al Jazeera, que cette attaque aérienne sur la population de Tripoli est le résultat d'un pseudo-témoignage, un coup de téléphone passé prétendument en direct, soi-disant en direct sur sur l'antenne arabe de Al Jazeera, par un témoin oculaire qui racontait les attaques donc de la chasse, le mitraillage aérien des manifestants de Tripoli, manifestants que personne n'a jamais vus, attaques que personne n'a jamais vues, et ça s'est su d'ailleurs très rapidement, la Maison-Blanche elle-même ayant convenu quelques jours après seulement que en fait il n'y avait aucune manifestation concrète, rien n'était venu étayer cette hypothèse, et que donc la Maison-Blanche avait eu l'honnêteté de reconnaître en termes diplomatiques, que c'était un gros bobard propagandiste, mais personne ne l'a lu, personne ne l'a entendu, et l'affaire a continué, si bien que quelques mensonges plus tard, nous déclenchions une guerre saluée par tous les éditorialistes, par l'immensité, la masse des journalistes et sans doute de l'opinion d'ailleurs, parce que c'était largement soutenu par l'opinion, comme une guerre juste qui allait libérer le peuple libyen. Et là, je dois dire que ceux qui s'étonnent de ce qui s'appelle un dérapage m'étonnent moi-même. Car tout de même, le problème qui se posait aux Libyens, si l'on en croit le discours dominant de l'époque, c'était Kadhafi, c'était son régime. Donc si on voulait éliminer ce problème, c'était l'élimination de Kadhafi et de son régime qui était à l'ordre du jour. Faire mine de s'étonner, faire mine de croire qu'on a dérivé d'une position claire où il s'agissait simplement de défendre la population libyenne à un abus de position qui consistait à prendre en chasse Kadhafi, à chercher à le tuer et à changer le régime, c'est à mon avis être passé à côté de l'essentiel du problème. C'est, je crois, une position politique quand même très discutable, je trouve, qu'il me laisse très sceptique. Donc le grand moment de la responsabilité de protéger, qui est la Libye, a effectivement c'est effectivement soldé par un échec, mais j'insiste, et je ne suis pas dans l'intelligence de l'après-coup, dans le raisonnement rétrospectif, puisque ce sont des
position que j'avais défendue au moment du déclenchement de cette guerre, j'insiste pour dire que toute la suite était contenue dans le départ même, dans le commencement. L'énorme mensonge, la fabrication de bonnes raisons pour partir en guerre, ce qui signifiait bien qu'il n'y en avait pas de suffisantes, puisqu'il fallait en construire qui n'existait pas. Tout cela annonçait la suite, en plus du fait que lorsqu'on se lance dans une guerre, on allume des mèches, on déclenche des réactions qui vont ensuite se diriger dans des directions qu'on ne peut pas prévoir. Là où je me sépare un peu, ou en tout cas j'aurais une différence avec ce qu'a dit Pierre Klein, c'est dans la notion, et pour éviter de perdre du temps, je saute en quelque sorte au paragraphe suivant de ce que je veux traiter. C'est dans la question de la volonté politique, ce que vous appeliez la volonté politique par opposition à ce nouveau mécanisme juridique que serait la responsabilité de protéger. Il me semble que tout ne se ramène pas à la volonté politique, même si naturellement elle existe. Il y a aussi la possibilité politique. Par exemple, à supposer que, regardons le cas de la Syrie. Il ne me semble pas que la non-intervention ou les blocages que l'on observe en général relèvent d'une absence de volonté politique ou d'une paralysie simple du Conseil de sécurité. Ou plus exactement, je pense que les membres permanents du Conseil de sécurité qui sont dans l'optique interventionniste, en gros les trois usual suspects que j'ai évoqués tout à l'heure, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, remercient chaque jour la Russie et la Chine de leur opposition à toute intervention en Irak. Parce que au cas où, le piège suprême qui leur serait tendu serait précisément de les autoriser à y aller et à sauter dans ce piège infernal que serait une guerre en Irak. Et là, il ne s'agit pas en Syrie, pardon. Il ne s'agit pas du tout de... Ce n'est pas d'un point de vue cynique que je dis ça. C'est qu'il me semble qu'il y a... on n'a pas que des scandales en face de nous. On a aussi de véritables problèmes. Il n'y a pas que des situations pour lesquelles on aurait une solution sous la table et qu'on refuse de sortir parce qu'on a le regard ailleurs, parce qu'on est paresseux, parce qu'on se complaît dans une solution. Non, il y a des problèmes qui sont temporairement insolubles et qui ne relèvent pas donc du scandale moral, mais de la difficulté pratique face à laquelle on est démuni. Lorsque l'opposition syrienne a choisi, dans ce qui me semble être un mouvement inconsidéré, en tout cas que personnellement je critique depuis le début, en m'autorisant à critiquer des gens envers qui j'éprouve toute sympathie, je me sens très, évidemment... beaucoup plus du côté de, disons, l'armée syrienne libre, l'opposition démocratique syrienne, que du côté du régime tueur de Bachar el-Assad. Ça va de soi, ça va mieux en le disant. Il n'empêche, lorsque l'opposition a choisi le tout militaire, c'est-à-dire la guerre et le renversement militaire du régime comme moyen de s'opposer, par opposition à la mobilisation de masse qui a caractérisé pendant un an son action politique, moi personnellement j'ai décroché, je me suis dit que c'était la porte ouverte à toutes les radicalités, que c'était désormais ceux qui maniaient le mieux le fusil et la violence qui allaient l'emporter, et je me suis donc distancié de cela. De fait, c'est ce qui s'est passé, ça a été le choix de l'opposition. Il faut tout de même dire que Bachar el-Assad a fait tout ce qu'il fallait pour emmener l'opposition dans ce siège, en attaquant d'une manière odieuse les manifestations du vendredi avec des snipers qui donc tiraient sur ces manifestants, donc incitant à l'escalade de la violence et sachant que dans cette escalade, c'est lui qui finalement aurait probablement le dernier mot. Le dernier mot n'a pas encore été dit, mais en tout cas, on voit depuis 3 ans où mène cette guerre absolument atroce. Elle mène à une confrontation des radicalités les plus extrêmes, à des manifestations de violence abominables. Et tout ça, c'est l'écrasement de la politique et non pas son exaltation et non pas sa mise en mouvement. Donc...
il y a aussi des circonstances devant lesquelles on est impuissant, et responsabilité de protéger ou non, volonté de politique ou non, cette dernière clause de la guerre juste que j'évoquais au début, c'est-à-dire les chances raisonnables de succès, qui sont l'essentiel, qui sont la clause politique fondamentale, c'est-à-dire qui renvoie à notre capacité d'élaboration et d'anticipation politique, toujours hasardeuse, mais toujours nécessaire. C'est cela qui est, à mon avis, la clé. Tout le reste ne peut être que position philosophique un peu abstraite, ou bien attitude opportuniste, comme celle que j'ai décrite pour la guerre de Libye. Je termine, pour laisser place à la discussion, en renouant avec ce que j'ai entendu un petit peu ce matin sur les questions de droit humanitaire, car les violations massives du droit humanitaire sont évidemment au cœur de toutes ces discussions. Et il me semble que, bien que Alain Grèche ait fait une allusion à ce que l'on devait entendre par droit humanitaire ou droit des conflits armés, en évoquant cette déclaration qui était d'ailleurs antérieure à la déclaration de La Haye, qui était une déclaration dite de Saint-Pétersbourg, faite dès 1868, donc quelques années après seulement la première convention de Genève, déclaration qui visait à interdire les balles doum-doum, les munitions explosives, donc, sauf pour la chasse au gros gibier et les guerres coloniales, comme c'était rappelé à juste titre. Mais cela est plus qu'une anecdote. Ça n'est pas un dérapage local, ça renvoie à des cadres cognitifs, à des représentations politiques dominantes de l'époque. L'animal sauvage et le colonisé, ou la population à coloniser, étaient très proches l'un de l'autre. Animé par une nature qui submergeait ses affects, proche donc d'une sorte d'animalité, c'était comme ça que c'était décrit. Et le droit humanitaire était déjà, Alain Grèche l'a rappelé aussi, un droit qui s'appliquait entre, je cite entre guillemets naturellement, nations civilisées. Pour ce qui concernait la guerre contre les autres, il n'y avait aucune raison d'être humanitaire puisque c'était pas des civilisés. Mais là où je pense on manque un point essentiel, c'est que même et là on manque dans le rapport entre civilisé et non civilisé, on manque quelque chose du rapport entre, disons, les classes dirigeantes et les peuples. Là où on manque cela, c'est dans le constat que là où le droit humanitaire, enfin la Première Guerre mondiale est considérée comme disait Brassens, celle que je préfère, mais plus généralement, celle que les humanitaires préfèrent. J'ai entendu des humanitaires des Nations Unies, des humanitaires de la Croix-Rouge internationale, des humanitaires d'ONG, déclarer à qui voulait les entendre, marteler pour mieux souligner les affres dans lesquelles ils se débattent. Nous débattons aujourd'hui, car moi je me considère encore comme un membre du mouvement humanitaire. Pour mieux mettre en évidence d'une certaine manière notre héroïsme d'aujourd'hui, montrer que la Première Guerre mondiale a été marquée par un rapport de 90-10 entre militaires et civils. Donc c'était une guerre propre qui visait les militaires, des gens en uniforme, et épargnait les civils par rapport à une situation d'aujourd'hui où, au contraire, 90% des victimes seraient des civils et 10% seulement seraient des militaires. Ça, c'est une façon de décrire à la fois les faiblesses et l'importance du droit humanitaire international. Les faiblesses parce qu'il est en recul, et l'importance parce qu'il faut justement le réhabiliter. Eh bien, il me semble qu'il y a un bobard du même ordre que ceux que j'ai tenté d'exposer rapidement là-dedans. C'est-à-dire une sorte de tromperie intéressée, évidemment moins cynique, moins sous-tendue par des intérêts inavouables, mais qui n'est pas moralement moins grave d'une certaine manière. D'une part parce que elle fait des 10 millions de morts en uniforme de la Première Guerre mondiale de la chair à canon. C'est-à-dire qu'elle s'approprie le discours des dominants, envoyant par vague entière, je rappelle, 24 août 14, 22 000 morts français dans la même journée, 22 000 morts en une journée. Eh bien ça, c'est considéré comme un succès du droit humanitaire, d'une certaine manière. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir le cœur soulevé devant une telle réjouissance que d'adhérer à ce discours. Donc on a tué 10 millions de personnes, on a mis des sociétés entières sous l'uniforme, on les a mobilisées, on les a envoyées à la boucherie, et c'est considéré comme une victoire du droit humanitaire. Donc au-delà
de cette différenciation entre nations civilisées et peuples sauvages qui autorisaient l'utilisation des munitions explosives. Il y a une sorte de légitimation de la boucherie aveugle par le droit humanitaire, une sorte de vision normative de la guerre qui est tout de même problématique. Par ailleurs, cette inversion 90-10 pour 10-90, civil-militaire, elle fait l'impasse sur toutes les guerres coloniales, à nouveau. Donc on voit des humanitaires qui se réapproprient une sorte de discours officiel au nom desquels ces guerres n'étaient pas des guerres coloniales. Ces guerres coloniales n'en étaient pas, c'était simplement des opérations de mise en ordre de la société. Mais les millions de morts, donc de massacres de masse, de génocides, à commencer par celui des Arméniens, terminé par, etc. Tout ça est en quelque sorte balancé par-dessus bord au profit de cette espèce de vision irénique du bon temps, de l'âge d'or, où le droit humanitaire avait encore droit de cité, où les guerres se déroulaient entre États, a été déclaré, connaissait un début et une fin, etc. Toute cette fabrication n'a d'autre but que de victimiser et d'héroïser, c'est-à-dire de mettre sous les deux postures les plus avantageuses, celle de la victime et celle du secouriste, les gens qui tiennent ce discours. Mais elle ne repose historiquement, moralement, politiquement sur pas grand-chose. J'allais dire sur rien du tout, bon, n'exagérons pas, sur en tout cas pas grand-chose. Donc il me semble qu'il y a une problématisation tout de même historico-politique à avoir du droit humanitaire, non pas pour le jeter par-dessus bord, car il me semble qu'il s'agit d'un horizon de régulation qui a ses mérites et que je ne veux pas du tout miner, mais qui suscite parfois des enthousiasmes ou des discours qui, je trouve, seraient bons à retenir un peu, à resituer dans un contexte politique. Voilà, je crois que ça peut me servir de conclusion, et puis voilà, laisser la place au débat. Merci.